Bonjour mes petits boucliers de viande. J'espère que vous êtes prêts pour une véritable bombe, parce que cette fois-ci, nous allons affronter Dracula, Frankenstein et le loup-garou en une seule nuit. C'est un mélange de monstres bourré d'action, avec les créatures d'horreur les plus emblématiques de tous les temps. Et je pense que c'est aussi l'une des expériences les plus effrayantes et les plus impressionnantes que vous verrez jamais. Alors, préparez-vous à des sensations fortes, des rires et des affrontements de monstres absolument épiques. Parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre tous les monstres cauchemardesques dans Van Helsing. La plus grande découverte de ce docteur est sur le point de le tuer. Quelque part au fin fond des montagnes de Transylvanie, nous retrouvons le tristement célèbre docteur Frankenstein célébrant la naissance de sa plus diabolique création à ce jour. Un monstre réanimé fabriqué à partir des parties de plusieurs cadavres. Mais il vient de commettre sa plus grosse erreur. À ce moment-là, le puissant vampire, le comte Dracula, apparaît juste derrière lui et se réjouit de voir que le projet est terminé. Il a utilisé le docteur pour trouver un moyen de créer la vie. Et maintenant qu'il a obtenu le monstre tant attendu, son créateur ne lui est plus d'aucune utilité. Réalisant qu'il est en danger, Victor attrape une épée et tente de se défendre, mais Dracula la traverse avant de planter ses crocs dans le cou de l'homme. Sur la table, le monstre se met tellement en colère qu'il parvient à se libérer, et il lance une machine géante à travers la pièce, envoyant le comte voler en arrière dans la cheminée. Puis, il prend le docteur et se précipite hors du laboratoire. Il est repéré par une armée de paysans armés de torches qui finissent par le coincer au sommet d'un vieux moulin à vent. Et ils lancent leurs torches sur le bâtiment, ce qui provoque l'embrasement de l'ensemble. La foule se disperse quand elle voit Dracula et ses 3 épouses vampires apparaître dans le ciel au-dessus d'eux. Mais il n'y a nulle part où le monstre peut s'enfuir. Et ils hurlent de douleur alors que la tour s'effondre sous leurs pieds. Ok, ça c'est la pire fête de naissance de tous les temps, pas vrai ? Le docteur Frankenstein n'avait clairement pas envie de se faire fumer ce soir-là, mais il est parti en fumée quand même. Il lui a fallu toute une carrière scientifique pour comprendre comment créer la vie, mais il n'aura fallu qu'une seule erreur stupide pour mettre fin à sa vie. C'est pourquoi, Victor, mon garçon, tu as merdé. Pour un homme aussi intelligent qu'on le dit, je suis un peu surprise que tu n'aies pas vu venir cette catastrophe. Je veux dire, bien sûr, tu es un homme de science, mais que tu crois au surnaturel ou non, tu aurais dû être capable de reconnaître les signes avant-coureurs d'un vampire quand tu en vois un. Par exemple, voyons voir, ce type vit dans un château au sommet d'une montagne. Il s'habille comme Willem Dafoe lors d'un défilé de mode, il possède des richesses incalculables dont l'origine n'est pas très claire, et il n'arrête pas de se téléporter dans la pièce chaque fois que tu lui tournes le dos. Flash info, mon pote, c'est un putain de vampire! Alors tu ferais peut-être mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de l'inviter dans ton labo. Mais au lieu de ça, tu as pensé que c'était intelligent de passer un accord avec le diable au sens propre du terme. Ou plus exactement, avec le fils du diable. Et pourtant, tu ne t'attendais apparemment pas à ce que ça tourne mal. Non mais honnêtement, les châteaux et la technologie de pointe, ça coûte super cher, tu sais. Tôt ou tard, tu savais que ton sugar daddy allait finir par venir te réclamer une contrepartie. Et vu qu'il est le seul dans tout le pays à soutenir ton rêve de fabriquer un zombie de 2,5 mètres à partir des corps des proches défunts du peuple, il était tout à fait légitime de se demander quelles étaient ses véritables intentions. Déjà, tu aurais dû te rendre compte que tu avais fait de grosses boulettes dès que tout le village a commencé à tenter de brûler ta maison. Et on dirait bien qu'il t'aurait tué de toute façon si Dracula ne l'avait pas fait en premier. Alors j'espère que ça en valait la peine, cher Victor, parce que mon ami, tu as un peu merdé. 1 an plus tard, le chasseur de monstres Gabriel Van Helsing se rend à Paris sur les traces d'un autre médecin notoire souffrant d'un grave cas de dédoublement de la personnalité. Suivant le son de cris et de rires diaboliques au loin, il finit par retrouver le monstrueux Mr. Hyde dans le grenier d'une ancienne chapelle. Le Vatican lui a ordonné de ramener le docteur Jekyll mort ou vif, mais le grand gaillard ne se laissera pas faire sans se battre. À l'aide de 2 lames de scie qu'il sort de sa veste, il parvient à blesser le monstre et même à lui arracher un bras, ce qui provoque une bagarre sur le toit de la chapelle. C'est alors que Hyde le soulève dans les airs et le jette du bâtiment. Mais à la dernière seconde, Van Helsing sort un grappin, le lance directement dans le ventre du monstre, ce qui le fait tomber dans le vide, tandis que le chasseur parvient à atterrir sain et sauf au sommet de la tour. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un jeu de cache-cache dangereux.
Nous venons de rencontrer notre héros Van Helsing dans le cadre de sa dernière mission. Mais après une telle performance, je suis un peu surprise qu'il ait survécu aussi longtemps dans sa carrière. Quand on regarde Hyde ici, il mesure près de 3 mètres. Et on peut estimer d'après sa carrure qu'il pèse probablement plus de 450 kilos, ce qui le rend 2 fois plus grand qu'un gorille à dos argenté. Il a également la force incroyable et l'agilité d'un primate. Inutile de dire que vous ne voulez pas vous retrouver nez à nez avec ce type dans un combat loyal. Et c'est pourquoi le choix de Van Helsing de l'affronter dans le grenier de l'église a été une des pires décisions qu'il aurait pu prendre. Dans une bataille au corps à corps, il n'aurait eu absolument aucune chance contre Hyde, si ce n'était du fait que le monstre ne cessait de faire des erreurs stupides. Pour tout vous dire, il a failli se faire tuer à chaque fois que le gros costaud était à portée de frappe. Donc au lieu de ça, il aurait dû essayer de renverser la situation et de piéger Hyde. Bon, nous savons que Hyde passe ses nuits à chercher des victimes sans défense. Donc Van Helsing aurait pu demander à son ami le frère Karl de se déguiser comme une de ses cibles habituelles et de la tirer dans un guet-apens où il pourrait l'abattre à distance. Mais ça ne résout qu'une partie du problème, parce qu'à chaque fois qu'il a tué un de ces monstres, ils avaient déjà repris forme humaine lorsque d'autres témoins se sont manifestés, ce qui lui a valu une mauvaise réputation dans toute l'Europe. Avec Hyde ici, la solution était assez simple. La créature a besoin d'un sérum spécial pour conserver sa forme de monstre, donc la meilleure stratégie aurait été de détruire son stock de sérum, ou de l'assommer avec une forte dose de tranquillisant et d'attendre que l'effet de la potion se dissipe. Ce qui lui aurait permis de capturer le docteur en toute sécurité sous sa forme humaine. De retour au Vatican, le cardinal sermonne durement notre Van Helsing parce qu'il a causé de nombreux dégâts collatéraux. Mais on ne peut pas nier qu'il obtient des résultats. Après la petite tape sur les doigts habituelle, il est déjà temps pour lui de repartir en mission. Et celle-ci sera plus dangereuse que tout ce qu'il a rencontré auparavant. Il l'envoie à la poursuite du comte Dracula. Mais tuer le vampire ne sera pas son seul objectif. Il y a 450 ans, un puissant chevalier a juré que les âmes de sa famille ne reposeraient pas en paix tant que le comte ne serait pas mort. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que 2 descendants dans la lignée, le prince Velkan et sa sœur la princesse Anna. Et s'ils sont tués avant le vampire, ils ne seront jamais en mesure de tenir la promesse de leurs ancêtres. Avant de partir, on lui donne un morceau d'un parchemin déchiré ayant appartenu au chevalier. Et étrangement, le symbole sur le papier correspond à celui de sa bague. Il sera accompagné de son ami et inventeur le frère Karl, qui sait tout des différents monstres auxquels ils vont être confrontés et de ce dont ils auront besoin pour les vaincre, notamment une redoutable arbalète automatique à gaz et un petit bocal rempli d'un mystérieux mélange vert capable de créer une source de lumière aussi puissante que le soleil. Dans la forêt près du château du vampire, le prince Velkan attend au milieu d'une clairière, les mains attachées à un poteau, jusqu'à ce que tout à coup, un loup-garou énorme apparaisse dans la ligne d'arbres. Et il se jette droit sur lui. Avant que la bête ne puisse l'atteindre, Velkan se lance en l'air et s'accroche à une corde, révélant qu'il s'agissait en fait d'un piège. Mais le plan ne se déroule pas aussi bien qu'il l'avait espéré. La poulie se coince, ce qui oblige sa sœur Anna à venir à sa rescousse. Quand le monstre saute pour l'attaquer, il se retrouve coincé dans une cage métallique suspendue. Les villageois ouvrent le feu avec leurs fusils, mais seul le pistolet de Velkan possède la balle en argent nécessaire pour finir le travail. Dans le chaos, une balle touche accidentellement les cordes de la cage, provoquant sa chute et libérant le loup-garou. Anna se précipite à travers la forêt, poursuivie par la bête, courant pour sauver sa vie jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord d'une falaise. Mais au moment où la bête se jette sur elle pour la tuer, son frère la pousse hors de sa trajectoire et tire une balle dans la poitrine du monstre. Et ils tombent tous les deux du haut de la falaise. Ok, ce plan n'était pas seulement mal exécuté. Il était carrément stupide quand on prend en compte le fait qu'ils connaissent déjà les objectifs de Dracula. Rappelez-vous, Velkan et sa sœur Anna sont les seules personnes ayant le pouvoir, les ressources ou la motivation pour faire quelque chose contre les vampires qui ont envahi leur ville. Tous les autres ont simplement accepté le sacrifice chevaleresque comme un mode de vie. Et si ces deux-là sont tués, il ne restera plus personne pour empêcher Dracula et ses femmes de prendre complètement le contrôle. Maintenant, cela étant dit, tendre un piège pour tuer le loup-garou en premier est en fait une très bonne idée. Mais le plan qu'ils ont imaginé était vraiment nul si on en juge par le piètre résultat. Nous savons que les loups se fient principalement à leur odorat pour chasser. Nous devrions donc utiliser ça à notre avantage. Au lieu d'utiliser le prince Velkan lui-même comme appât, ils auraient dû créer un leurre convaincant imprégné de son odeur, puis se positionner sous le vent de la cible et utiliser de la terre, de la boue ou de la végétation broyée pour que leurs empreintes olfactives se fondent dans l'environnement.
Quand on sait que l'argent est la seule arme efficace pour l'abattre, avoir un seul pistolet chargé de balles en argent est une idée complètement débile. Au lieu d'une cage, j'aurais utilisé un filet en acier recouvert d'argent et j'aurais rempli la fosse de pointes en argent. De cette façon, si les pointes ne le tuaient pas, le filet recouvert d'argent aurait rendu le loup complètement incapable de bouger ou de se défendre. Ensuite, le groupe de chasseurs aurait pu s'approcher avec autant d'armes et de balles en argent qu'ils le pouvaient et tirer prudemment pour tuer le loup quand il était immobilisé. Ce qui leur aurait donné un maximum de chances de le vaincre sans causer de dommages collatéraux. Après un long voyage, Van Helsing et son ami Karl arrivent enfin au village situé en contrebas du château de Frankenstein, mais ils sont accueillis de manière peu amicale par les habitants. Anna émerge de la foule et ordonne à l'homme de leur remettre leurs armes, mais ils lui répondent qu'ils ne cherchent pas d'ennui. Soudain, Van Helsing lève son arbalète et la dirige droit vers la tête d'Anna. Derrière elle, les 3 épouses vampires de Dracula apparaissent tout à coup dans le ciel. Et après avoir fait tomber Van Helsing, l'une d'elles soulève Anna et commence à l'emporter. Mais Van Helsing s'agrippe à ses jambes et parvient à la faire redescendre à temps. Frustrées par cet étranger qui se met en travers de leur chemin, les épouses se mettent à attaquer des personnes au hasard dans la foule. Et peu importe le nombre de fois qu'il les atteint, ces flèches ne semblent pas faire de dégâts. Finalement, le soleil perce les nuages, et pendant un moment, tout redevient calme, les ghouls étant obligés de se cacher. La peine dure pas longtemps, parce que juste au moment où les chasseurs découvrent où elle se cache, la lumière du soleil s'estompe, et une des épouses surgit du puits, soulevant Anna dans les airs. D'un tir bien placé, il parvient à toucher la femme vampire à la cheville, ce qui permet à Anna de tomber sur un toit, de faire un saut périlleux vers un arbre voisin, et d'atterrir en toute sécurité sur la terre ferme. 2 des épouses finissent par coincer Anna à l'intérieur d'un bâtiment, tandis que la 3e occupe Van Helsing à l'extérieur. Mais juste au moment où il semble qu'elles sont sur le point d'achever Anna, Karl donne à Van Helsing une idée qui change la donne. Il se précipite vers l'église, trempe la partie avant de l'arbalète dans l'eau bénite, avant de tirer directement dans la poitrine de la goule, qui se désintègre en squelette sous le regard effrayé des autres qui s'enfuient vers le château. Van Helsing considère que c'est une victoire solide, mais à sa grande surprise, les villageois sont encore plus énervés qu'avant, affirmant que maintenant, les vampires vont tous vouloir se venger. Seule Anna semble être reconnaissante de son dur labeur, et maintenant qu'elle l'a reconnu comme étant le célèbre chasseur de monstres, elle l'invite chez elle pour discuter de quelques stratégies. Ok, on dirait que les femmes vampires n'étaient pas les seules à avoir les yeux plus gros que le ventre. Le combat a très mal commencé, les ghouls les ayant tous surpris en attaquant en plein jour. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont immunisées contre la lumière du soleil, mais elles peuvent attaquer dès qu'il y a un nuage dans le ciel. Donc, ils ne peuvent pas se fier aux heures de clarté pour rester en sécurité. Van Helsing a également rapidement appris qu'il était possible de les blesser avec des armes conventionnelles comme son arbalète ou un couteau, mais que pour les tuer, il fallait utiliser une des méthodes traditionnelles, comme l'eau bénite, l'argent, la lumière du soleil ou un pieu planté directement dans le cœur. Les habitants de la ville ont raison sur un point. Les femmes vampires reviendront certainement pour se venger, mais il n'y a aucune raison qu'ils n'utilisent pas cette connaissance à leur avantage. Les épouses ont l'avantage quand ils se retrouvent sur un terrain à découvert, car elles peuvent se déplacer en volant. Ils vont donc avoir besoin d'un champ de bataille qui soit beaucoup plus confiné. Et je dirais que l'endroit idéal pour tenir bon est ici même dans le domaine d'Anna, où ils ont accès à une armurerie gigantesque et où ils auront le temps de tout préparer avant le combat. Du coup, avant que les femmes vampires n'attaquent, ils vont devoir s'armer d'autant d'eau bénite et d'argent que possible. Ils devraient également utiliser leurs ressources et les compétences techniques de Karl pour créer de l'eau bénite et des projectiles d'argent qu'ils pourront lancer à distance. Et bien sûr, plus de carreaux recouverts d'eau bénite pour l'arbalète de Van Helsing. S'ils posent des pièges à l'avance, ils pourront utiliser la disposition du domaine pour forcer les épouses à se séparer, ce qui leur permettra de les achever l'une après l'autre. C'est vrai, ça ne va pas être facile, mais ils n'ont probablement plus qu'une seule épouse à tuer avant que Dracula en personne ne vienne se charger de la tâche. Et quand il se montrera, ils pourront utiliser la lumière solaire cachée dans un bocal par Karl pour en finir en un rien de temps. De retour au domaine d'Anna, elle se rend immédiatement à l'armurerie et commence à s'équiper pour aller chasser quelques vampires de plus. Van Helsing lui dit que c'est bien trop dangereux, mais comme elle refuse catégoriquement de l'écouter, il n'a d'autre choix que de la mettre KO avec un gaz soporifique pour qu'elle ne se fasse pas tuer. Quelques heures plus tard, elle se réveille dans son lit et se rend compte qu'elle a été piégée. Mais quand elle se précipite dans le couloir pour l'affronter, elle a le mauvais pressentiment d'être observée.
elle découvre qu'une fenêtre de l'armurerie est ouverte et qu'une traînée d'empreintes de pattes humides, chacune de la taille de sa tête, s'en éloigne. C'est encore un loup-garou. Et Anna tire un coup de feu quand le monstre attaque. Mais quand la lune apparaît derrière les nuages, elle se rend compte que c'est en fait son frère Velkan. Il essaie de la prévenir des intentions de Dracula, mais il n'a pas assez de temps avant de commencer à se retransformer, ce qui l'oblige à s'échapper par la fenêtre au moment où Van Helsing vient enquêter sur le bruit. Anna est trop choquée pour réagir, alors il s'empare d'une boîte de balles en argent du moine et se précipite pour aller affronter le monstre avant qu'il ne s'échappe vers le château. Il fouille la ville et finit par tomber sur le croque-mort local. Mais tout à coup, le loup-garou se jette sur lui et Van Helsing se dérobe pour le faire tomber dans une tombe fraîchement creusée. Le tueur pointe son arme sur sa cible, mais c'est alors qu'Anna pousse son bras juste au moment où il tire. Et la créature disparaît dans la nuit. Il est furieux qu'elle soit intervenue, mais elle lui explique que Dracula a un remède. Et se sentant mal pour elle, il accepte à contre-cœur de chercher d'abord une solution pacifique. Ils parviennent finalement à suivre la trace du loup-garou jusqu'au château de Frankenstein, où Dracula tente de recréer l'horrible expérience du docteur. En se faufilant à l'intérieur, il tombe sur un groupe de sbires du vampire, des genres de Oompa Loompa en combi noir. C'est alors qu'il découvre le but ultime de Dracula, une pièce remplie de centaines de cocons suspendus, avec des électrodes fixées à l'extérieur. Ce sont les descendants morts-vivants du vampire, et il tente d'utiliser les machines du docteur pour leur redonner vie. Ok, waouh, ces petits gars sont vraiment tombés entre de mauvaises mains depuis que la chocolaterie a fermé ses portes. S'il y a une chose pire que 4 vampires, c'est 400 de leurs bébés. Mais maintenant qu'ils connaissent ses plans, il y a un moyen facile pour eux d'arrêter tout ça. N'oubliez pas que Dracula a eu besoin du docteur Frankenstein pour construire ces machines, parce qu'il était la seule personne au monde assez intelligente pour le faire. Alors, s'ils veulent s'assurer que ces petits buveurs de sang n'éclosent jamais, un des moyens les plus simples est de détruire la machine elle-même. Dracula n'est pas le seul à avoir un savant fou à ses côtés. Et comme par hasard, le frère Karl possède l'outil idéal pour ce travail. Un gel hautement explosif qu'il a baptisé Glycine 48. En fait, s'ils mettent ce produit dans de minuscules flacons et les placent à des endroits stratégiques du laboratoire, ils pourront faire exploser tout le site et le réduire à néant. Ils devront probablement éliminer certains de ces mignons maléfiques en cours de route, mais ils sont suffisamment petits pour qu'on puisse en choper un et s'en servir comme bouclier de viande si nécessaire. Il ne devrait donc pas poser de problème à des combattants expérimentés comme Van Helsing et Anna. Mais comme le gel est très instable, le plus difficile sera de parvenir à l'amener jusqu'au laboratoire sans se faire exploser accidentellement avant. Alors ils auront peut-être besoin d'une distraction. Ce qu'ils peuvent faire, c'est demander à Van Helsing de semer le trouble de l'autre côté du château. Puis, pendant que Dracula et ses minions seront distraits, Anna et Karl devront se faufiler et poser les explosifs avant de se tirer de là. Bref. Une fois que ce sera fait, Van Helsing devra utiliser son arbalète pour tirer une dernière fiole d'explosifs dans le labo, à bonne distance. Et là, boum! Les rêves de Dracula de devenir papa s'envoleront en fumée. Après avoir attaché le loup-garou à l'appareil, il l'élève jusqu'au sommet de la tour et laisse la foudre traverser son corps, ce qui provoque une puissante décharge électrique dans tout le château. Inquiets, les chasseurs voient que les cocons commencent à prendre vie avant que tout à coup, un autre éclair frappe la tour et que cette fois, les cocons éclatent, libérant les centaines de petites créatures de l'enfer qui y grandissaient. Fier de son succès, Dracula envoie ses épouses chasser avec leur progéniture, tandis que Van Helsing sort de sa cachette et commence à les abattre l'une après l'autre avec son fusil. Furieux, le vampire saute du balcon reprenant sa véritable forme démoniaque, et il oblige Van Helsing à se mettre à l'abri tandis que la bête fait le tour de la cour avec ses ailes noires. Les mini-créatures de l'enfer s'abattent sur la ville et commencent à massacrer tous les villageois qu'elles trouvent, transformant l'endroit en un véritable bain de sang. Et on n'en voit pas la fin. Pendant ce temps au château, Dracula est à la recherche de Van Helsing quand il baisse brièvement sa garde. Tout à coup, le chasseur descend brusquement des airs et lui plonge un pieu d'argent directement dans le cœur. Mais au lieu de s'enflammer, le vampire reste là, complètement impassible. Il le retire lui-même de son corps et mentionne que ce n'est pas la première fois que ces deux-là se rencontrent, semblant se souvenir du chasseur de monstres depuis une bataille qui se serait déroulée il y a plus de 400 ans. Alors qu'il se rapproche, Van Helsing sort rapidement une croix en argent et la présente au visage du vampire. Mais celui-ci s'empare de l'arme et la fait fondre en poussant un hurlement de rage. Dans le village, le frère Karl sauve la vie d'une femme de l'une des créatures. Mais alors qu'une autre est sur le point d'attaquer, elle s'arrête toute coup sur coup et commence à exploser en l'air comme des ballons d'eau remplis d'un dégoûtant liquide vert.
Ok, ces gens ont eu une chance inouïe. Ce village entier aurait été de la nourriture pour bébé chauve-souris si l'expérience de Dracula avait réellement fonctionné. Et quand on voit leur réaction face au danger, il est facile de comprendre pourquoi il a été capable de les contrôler pendant tant d'années. Je veux dire par là que leur véritable réaction à la vue d'une horde de petites gargouilles volant dans leur direction a été de se rassembler au milieu de la rue et de rester là comme Bambi en train d'attendre d'être percuté par un semi-remorque. Évidemment que quand vous voyez arriver ce genre de créature, vous devez commencer à courir vers l'abri le plus proche tout de suite. Maintenant, même si elles n'ont pas l'air aussi intimidantes que leurs parents, vous n'auriez sûrement pas envie de vous battre contre l'une d'entre elles, à moins d'y être absolument obligé. Je veux dire, ces bestioles ont à peu près la taille d'un petit chien, mais elles sont incroyablement fortes pour leur taille, et elles ont tendance à se regrouper en essaim contre une seule victime, ce qui rend la riposte extrêmement difficile. Ça aurait été le moment idéal pour la bombe à lumière solaire de Karl, et ça lui aurait permis d'éliminer tous les bébés et les 2 femmes d'un seul coup. Pour le reste, nous savons que Van Helsing a pu les abattre avec son fusil, mais il est possible qu'il ait utilisé des balles en argent, ce qui l'a rendu beaucoup plus efficace. Donc pour le commun des mortels, il semble que la meilleure façon de se défendre contre ces créatures soit de trouver une arme tirant des balles en argent, d'utiliser de l'eau bénite, ou simplement d'utiliser le feu pour les tenir à distance. Toute personne restant longtemps à l'extérieur finira par mourir. Donc la meilleure stratégie, selon moi, est d'utiliser la foule comme un grand bouclier de viande et de laisser les paysans les plus lents encaisser les coups pendant que nous, on se mettra à l'abri. L'idéal est de trouver un endroit où il sera difficile pour ces petits monstres d'entrer, comme un bâtiment en briques solides ou même l'église du coin. Une fois à l'intérieur, je barricaderai les portes et les fenêtres avec des meubles lourds, en espérant qu'ils seront trop occupés par la foule pour s'en apercevoir. Et si j'ai la chance de survivre assez longtemps pour voir le lever du jour, je m'empresserai de quitter la Transylvanie pendant que j'en ai encore l'occasion. Le cœur brisé, les jeunes épouses retournent au château. Et pendant que Dracula est distrait, Van Helsing réussit à s'échapper par un ascenseur voisin. Il rejoint Anna au sommet de la tour et lance son grappin loin dans le flanc de la montagne de l'autre côté du ravin. Mais c'est alors que le loup-garou s'échappe enfin en sautant sur le câble derrière eux et en le faisant se rompre. Les chasseurs atterrissent sains et saufs de l'autre côté, tandis que le monstre plonge dans la rivière pour la 2e fois. Alors qu'il retourne vers le village, il se réfugie dans les ruines du vieux moulin à vent. Mais le sol se dérobe tout à coup sous leurs pieds et ils tombent tous les deux dans une grotte souterraine. Le lendemain matin, ils se réveillent tous les deux au fond de la fosse et se rendent compte que l'endroit est rempli d'ossements abandonnés là. Alors qu'ils se demandent dans quel repère ils sont tombés, une gigantesque silhouette vêtue d'une cape en lambeaux apparaît juste derrière eux et projette sans effort Van Helsing de l'autre côté de la grotte. C'est le monstre de Frankenstein, qui se cache sous le moulin à vent depuis 1 an alors que les villageois le croyaient mort. Mais ce qui choque encore plus Anna, c'est qu'il ne semble pas vouloir se battre. Van Helsing dégaine une sarbacane et envoie une fléchette tranquillisante au monstre pour l'assommer. Mais alors qu'Anna lève son pistolet pour en finir, Van Helsing l'arrête, estimant que la créature a droit à la pitié. Toutefois, avant de perdre connaissance, il prévient les chasseurs qu'ils ne doivent pas permettre à Dracula de le trouver. Sinon, le vampire essaiera de l'utiliser pour mener l'expérience à bien. Et il possède encore des milliers de ces petites créatures de l'enfer qui attendent patiemment que Papounet vienne les réveiller. C'est alors qu'ils aperçoivent le loup-garou qui les observe de l'autre côté de la grotte. Il s'échappe avant qu'ils ne puissent l'arrêter et retourne au château pour avertir son maître. Sachant que les vampires viendront le chercher, ils décident que leur seul choix est de conduire Frankenstein au Vatican. Mais les forces du mal ne les laisseront pas s'en aller sans se battre. Ok, ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées. À présent, sauver la lignée d'Anna ressemble plus à une quête secondaire, parce que sauver le monde entier de la progéniture de Dracula vient de devenir leur objectif principal. Si les vampires mettent la main sur Frankenstein, le monde entier sera foutu, alors ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher que ça n'arrive. Maintenant, ils se préparent à revenir en calèche en suivant la même route à travers les montagnes que Van Helsing a empruntée pour atteindre la Transylvanie. Mais il y a une autre stratégie qu'ils pourraient envisager au lieu de celle-ci. Selon le mythe des vampires, une de leurs principales faiblesses est qu'ils ne peuvent pas traverser un cours d'eau par leurs propres moyens. Donc, au lieu de ce moyen de locomotion, Van Helsing et les autres devraient envisager de voyager en bateau. Bien que ça prenne un peu plus de temps, ils devraient pouvoir descendre le fleuve jusqu'à la mer Noire, puis contourner la Grèce pour atteindre l'Italie. La chose la plus importante à retenir est que Dracula ne peut pas avancer dans son plan diabolique s'il n'a pas Frankenstein. Donc peu importe le temps qu'ils mettront pour atteindre le Vatican, tant qu'ils s'assurent que les vampires ne peuvent pas mettre la main dessus.
Un autre avantage d'être en pleine mer, c'est que ça empêchera Dracula d'envoyer son loup-garou. Mais bien sûr, ça leur laissera peu d'options pour s'échapper si quelque chose tourne mal. Ils doivent donc se demander si le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, il y a une chose qu'ils n'ont pas encore envisagée. C'est comment Frankenstein pourrait être utilisé de manière offensive contre les vampires à la place. Puisque Dracula a besoin de le ramener vivant, il pourrait être utilisé comme cheval de Troie pour introduire la bombe solaire de Karl ou un peu de glycérine, ce qui lui permettrait de saboter les plans du vampire de l'intérieur. Et si ça échoue, il ne devrait pas exclure de tuer Frankenstein en premier comme il l'a suggéré au départ. Parce que même si c'est un acte cruel, c'est la seule façon de garantir que Dracula n'obtiendra jamais ce qu'il veut. Il retourne au village, se regroupe avec frère Karl et charge Frankenstein dans une calèche. Ils filent à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autre côté des Carpates. Ils voyagent toute la journée sans encombre, mais dès que tombe le crépuscule, les choses se gâtent. Sentant le danger, Van Helsing dégaine son arbalète et se retourne juste au moment où une des femmes vampires le soulève dans les airs. Mais il parvient à se dégager et retombe sur un des chevaux. Devant lui, il se rend compte que le pont qui enjambe la prochaine gorge a été détruit. Mais avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle, les chevaux sautent au-dessus du fossé tout en continuant à tirer la calèche derrière eux, l'envoyant s'écraser sur le flanc de la falaise. Pensant que Frankenstein est toujours à l'intérieur, une des épouses, Vérone, se précipite pour le sauver. Mais le carrosse n'était qu'un leurre. Quand la calèche heurte le fond de la gorge, elle déclenche une énorme explosion qui fait voler des pieux d'argent dans toutes les directions et transperce sa poitrine avant que la créature ne puisse se sauver. Van Helsing rejoint les autres et saute dans le vrai carrosse conduit par Anna. Mais un instant plus tard, ils sont attaqués par le frère loup-garou de cette dernière, qui arrache une lampe à huile en sautant sur le toit et provoque l'embrasement de l'attelage. Tout ceci terrifie Frankenstein, mais il est capable d'aider frère Karl, alors il accepte de déverrouiller ses chaînes, ce qui permet de sauver Van Helsing et Anna d'une chute mortelle. Juste au moment où il semble l'avoir semé, le loup-garou réapparaît sur la calèche en flammes, forçant tout le monde à sauter quand celle-ci se renverse et explose dans une boule de flammes. Alors que Van Helsing se met à l'abri, il sort ses pistolets et tire 2 balles d'argent directement dans la poitrine du monstre. Et un instant plus tard, Anna retrouve son frère sous sa forme humaine, alors même qu'il est en train de succomber à ses blessures. Elle est furieuse contre Van Helsing de l'avoir tué, mais il a maintenant de plus gros problèmes, parce qu'il s'avère qu'il a été blessé pendant le combat. Ce qui veut dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne un loup-garou à son tour. Inquiète, Anna s'éloigne, mais elle est capturée et ramenée au château par la dernière épouse de Dracula. Déterminée à la sauver, ils retournent à Budapest où ils rencontrent la jeune épouse Alera qui leur propose un marché. Elle accepte d'échanger Frankenstein contre leur jeune princesse. Van Helsing accepte immédiatement et ils décident de se rencontrer lors d'un bal costumé la nuit suivante. Mais Dracula n'est pas prêt d'abandonner si facilement. Et le chasseur non plus. Frankenstein n'est évidemment pas enthousiaste à cette idée, mais Van Helsing sort sa sarbacane, lui assène une autre fléchette tranquillisante et l'enferme dans un mausolée, espérant qu'il sera ainsi en sécurité pendant qu'eux affronteront les vampires. Ok, Van Helsing se retrouve dans une situation délicate. Les vampires ont Anna, et le seul moyen de la sauver est de les affronter. Mais s'ils parviennent à capturer Frankenstein, sauver une princesse n'aura de toute manière plus aucune importance, parce que le monde entier sera alors en danger. Ils doivent faire attention à ce qu'ils vont faire ensuite. Et c'est pourquoi je pense que laisser Frankenstein ici, inconscient, sans défense et sans surveillance, est une énorme erreur. Bien qu'elle les ait vus pour la dernière fois sur le flanc de la montagne, Alera a pu facilement les retrouver en ville plus tard dans la journée. Ils doivent donc partir du principe qu'ils sont toujours surveillés. Ça veut dire que les sbires du vampire savent déjà exactement où ils ont essayé de cacher Frankenstein. Même s'ils l'ont laissé dans le mausolée avec une lourde croix bloquant la porte, Dracula peut facilement envoyer ses sous-fifres humains comme Igor pour aller le chercher pendant qu'il sera encore inconscient. Et là, toutes les cartes seront entre les mains du vampire. Le seul moyen d'éviter ça, c'est que Frankenstein et Van Helsing restent ensemble en permanence. De cette façon, le chasseur pourra au moins continuer à le protéger pendant la prochaine bataille. Bien sûr, laisser Anna derrière soi serait aussi une option. Mais maintenant que Van Helsing a été blessé par le loup-garou, il ne tiendra plus assez longtemps pour atteindre le Vatican avant de se transformer. Son seul choix est donc d'affronter Dracula et de trouver le remède. Ça veut dire qu'ils vont devoir marcher droit dans un piège. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, l'échange crée aussi une occasion parfaite pour eux de monter une embuscade. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est amener Frankenstein au bal comme prévu. Et quand les vampires baisseront leur garde, ils lui demanderont de déclencher le piège à lumière solaire de Karl à bout portant. Dans le meilleur des cas,
ils élimineront Dracula et son épouse en une seule attaque. Et même si ça devait ne pas être le cas, la distraction pourrait au moins leur donner une chance de récupérer Anna et de s'échapper, et leur permettrait ainsi de se regrouper et d'élaborer un meilleur plan pour la suite. Quand vient l'heure de leur rencontre, ils se présentent au bal juste au moment où la fête commence. Et là, au milieu de tout ça, se trouvent Dracula et Anna, la créature utilisant sa technique de contrôle de l'esprit pour la maintenir dans un état pacifique. Attendant le bon moment, Van Helsing assomme le trapéziste et prend sa place dans le spectacle, survolant la foule et descendant en piqué pour sauver la princesse, au moment même où Dracula s'apprête à en faire sa prochaine épouse. Parallèlement, Karl pousse le cracheur de feu qui recouvre le comte d'une pluie de flammes, tandis que son partenaire attrape Anna et la ramène à l'abri. Mais la bataille ne fait que commencer. Nullement impressionné, Dracula révèle que ses minions ont capturé Frankenstein. De plus, chaque personne présente à ce bal est en fait un vampire masqué. Complètement dépassés par le nombre, ils n'ont d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur vie. Il se jette sur frère Karl en le faisant passer par une fenêtre immense, mais il parvient à déclencher le soleil magique contenu dans son flacon, inondant tout le palais d'une lumière qui vaporise instantanément tous les vampires qui se trouvent sur son passage. Après avoir atteint la rivière sain et sauf, il voit Frankenstein être emmené sur un bateau. Et bien qu'il n'y ait aucun moyen pour lui de l'arrêter, Van Helsing fait le serment de sauver la créature avant qu'il ne soit trop tard. Ils retournent en courant au château de Frankenstein, mais ils sont découragés de voir que Dracula a déjà emballé toutes les machines et les a ramenées dans sa propre forteresse maléfique. Mais personne ne sait où se cache le château du vampire, et ils vont devoir le découvrir avant le coucher du soleil. Il est maintenant temps pour frère Karl d'expliquer tout ce qu'il a appris jusqu'à présent. Il s'avère que l'ancêtre d'Anna a décidé de piéger le vampire dans une forteresse cachée, scellée derrière un mur de glace magique. Mais le diable n'a pas tardé à le libérer à nouveau. À ce moment-là, Van Helsing a une idée. Il se tourne vers une immense carte accrochée au mur et se rend compte que le morceau de parchemin qui lui a été remis par le Vatican correspond aux éléments manquants. En lisant l'inscription, il devine les mots magiques pour ouvrir la porte. Et tandis qu'il les répète à haute voix, la carte disparaît pour se transformer en un gigantesque miroir. Quand il pose la main contre le miroir, Van Helsing se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple miroir, mais du mur de glace qui cache le palais de Dracula. S'emparant d'une torche, il passe courageusement de l'autre côté, émergeant dans la cour enneigée du comte Dracula, tandis que ses partenaires le suivent quelques instants plus tard. Ils regardent autour d'eux et se rendent compte que l'endroit est rempli de milliers de cocons de progéniture de l'enfer. Le serviteur de Dracula, Igor, les remarque et court avertir son maître, mais Van Helsing l'arrête avec sa lame de scie circulaire avant qu'il n'ait pu aller bien loin. Alors qu'ils regardent par une ouverture à proximité, ils aperçoivent le monstre Frankenstein suspendu dans un gigantesque bloc de glace au-dessus d'un gouffre sans fond. Il est officiellement temps de commencer les essais, mais alors qu'il est soulevé vers le laboratoire, Frankenstein leur dit qu'ils peuvent trouver le remède pour Van Helsing ailleurs dans le château, encourageant le chasseur à se sauver lui-même au lieu du monstre. Réfléchissant rapidement, ils comprennent que la seule et unique raison pour laquelle le comte possède un remède, c'est parce qu'il sait que seul un loup-garou serait capable de l'arrêter. En interrogeant Igor, il apprend que le remède et le laboratoire se trouvent chacun dans des tours situées de part et d'autre du château. Le plan est simple. Pendant que les autres partiront à la recherche du remède, Van Helsing se rendra au labo pour affronter le vampire et sauver Frankenstein. Une fois sa transformation amorcée, il aura jusqu'au dernier coup de minuit pour porter le coup fatal au vampire et se voir administrer le remède. Mais s'ils n'y parviennent pas, il demande que les autres le tuent avant qu'il ne devienne un loup-garou à part entière. Il prend Anna dans ses bras et les deux partagent un baiser romantique. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Et après s'être mis d'accord, ils se séparent rapidement pour s'attaquer à leur propre partie du plan. Ok, ça c'est une avancée majeure. Mais Van Helsing ne voit pas la situation dans son ensemble. Il veut que ses amis le tuent s'il se transforme avant qu'il ne vainque Dracula. Mais bien qu'il soit dangereux pour tout le monde sous sa forme de loup-garou, accéder à sa demande serait une énorme erreur. Ils viennent d'apprendre que la seule méthode efficace pour tuer Dracula est d'utiliser le venin de loup-garou. Ce qui signifie que Van Helsing est à la fois une menace potentielle, mais aussi leur plus grand atout. Pour commencer, il pourrait y avoir un moyen d'utiliser le venin de loup-garou contre Dracula avant même qu'il ne se transforme. Après tout, le venin dont il parle est la même substance qui transforme un humain normal en loup-garou après une morsure. Et en ce moment même, il se répand activement dans le corps de Van Helsing, même s'il n'est pas encore complètement transformé.
Karl pourrait tenter d'extraire du venin actif de la récente blessure de Van Helsing à l'aide d'une seringue. Il pourrait ensuite en enduire les pointes de leurs armes et les carreaux de leur arbalète, ce qui leur permettrait de l'utiliser contre Dracula sans attendre qu'il ait pris sa forme de loup. Et même s'ils ne sont pas en mesure de l'empêcher de se transformer, le garder en vie leur serait en réalité bien plus utile. S'ils parviennent à l'endormir avec des fléchettes tranquillisantes, ils pourront extraire une partie du venin en toute sécurité et l'utiliser eux-mêmes contre Dracula. Parce qu'à ce stade, Van Helsing est peut-être déjà entré dans une phase trop avancée pour pouvoir encore les aider. Igor les conduit tous les deux dans une pièce où ils trouvent l'antidote en suspension dans un mystérieux orbe de liquide clair. Mais alors qu'Anna s'approche pour examiner l'objet, il pousse tout à coup Karl au sol et ferme la grille, les laissant tous les deux piégés à l'intérieur. Coincés, ils réfléchissent à la manière la plus rapide de pouvoir atteindre l'antidote quand Alera descend du plafond et les accule. Mais Anna réfléchit à toute vitesse, pousse l'orbe de son piédestal, ce qui envoie un jet de liquide acide sur l'épouse. La femme vampire ainsi neutralisée, Karl ramasse la seringue et Anna utilise l'acide pour faire fondre la grille. Ça suffit à donner à Karl une chance de s'échapper. Mais la femme vampire saisit Anna avant qu'elle ne puisse le suivre, la projetant dans la salle où elle va être obligée de se relever et de se battre. À l'extérieur, le moine doit entreprendre le dangereux voyage retour, en traversant un des ponts exposés. Mais voilà qu'Igor se lance à sa poursuite armé d'un bâton électrique. Au même moment, Van Helsing atteint enfin Frankenstein au sommet de la tour, et il arrache rapidement ses entraves pour le libérer. Mais juste à ce moment-là, le monstre est frappé par un éclair qui envoie la première décharge d'électricité à travers tous les cocons. Lorsqu'il lève les yeux, Dracula voit Van Helsing qui essaie de libérer le monstre. Alors il le repousse violemment dans le laboratoire avant qu'il ne puisse terminer. Bien qu'il essaie encore de s'échapper, Frankenstein ne parvient pas à s'enfuir avant qu'un deuxième éclair ne frappe la tour. Et cette fois, les milliers de petits bébés chauves-souris de Dracula s'envolent en essaim et envahissent le ciel. L'onde de choc projette Frankenstein par-dessus le bord, mais il parvient à s'accrocher à un câble en tombant et finit par se balancer vers le pont, passant devant Igor et le projetant dans le vide au fond du ravin. Pendant ce temps, dans l'autre tour, Anna est toujours face à la dernière épouse de Dracula. Mais elle n'est pas de taille à affronter seule la femme vampire, malgré ses tentatives de riposte. Alera la maîtrise facilement, mais à l'extérieur, le frère Karl dégage le câble de Frankenstein du pont et juste au moment où tout semble perdu pour Anna, il arrive en volant et exécute un coup de pied circulaire qui lui sauve la vie juste à temps. Dans le laboratoire, Dracula affronte Van Helsing juste au moment où l'horloge sonne minuit. Mais il est profondément choqué quand l'homme se transforme en un loup-garou noir terrifiant sous ses yeux. Dracula prend sa forme de chauve-souris démoniaque, puis les deux monstres commencent à se battre. Bien que Dracula tente de l'immobiliser suffisamment longtemps pour pouvoir s'échapper, Van Helsing le ramène à chaque fois dans ses griffes avant qu'il ne puisse s'envoler. De l'autre côté du château, l'épouse se jette sur la gorge d'Anna, mais Frankenstein la saisit par les jambes et la jette contre le mur, suppliant Anna de sauver Van Helsing pendant qu'il tient la créature à distance. Le frère Karl a été séparé de ses compagnons par la foudre qui a détruit le pont. Mais Anna se balance comme Tarzan et attrape l'antidote que lui lance le moine juste avant qu'Alera ne surgisse et la projette contre le mur du château. De son côté, Dracula continue d'essayer d'éviter le loup-garou suffisamment longtemps pour que la malédiction s'installe définitivement. Alera accule encore une fois Anna sur le bord de la corniche. Et cette fois-ci, personne ne va pouvoir la sauver. Mais à la dernière seconde, Karl lui lance un pieu en argent qu'elle plonge profondément dans le cœur du monstre, ce qui fait exploser la belle épouse en une gerbe de matière putride. Van Helsing, de son côté, attrape Dracula par le cou, et il s'apprête à achever le travail quand la lune passe derrière les nuages, ce qui le fait se retransformer en humain au pire moment possible. Pensant que tout est fini, le vampire se tient à distance, attendant que la malédiction fasse pleinement effet pour qu'il puisse contrôler Van Helsing. Mais c'est alors que la lune réapparaît dans la fenêtre, et avant qu'il ne puisse réagir, le loup-garou se précipite à travers la pièce et enfonce ses crocs dans le cou de Dracula, le tuant enfin une bonne fois pour toutes. Partout autour du château, les descendants de Dracula explosent subitement maintenant que leur papounet est mort. Disposant de quelques secondes seulement, Anna lève l'antidote et se précipite à la rencontre de Van Helsing, plongeant la seringue dans sa poitrine. Mais dans sa rage aveugle, il la tue accidentellement. Lorsqu'il reprend le contrôle de lui-même, il est immédiatement submergé par le chagrin à la vue de ce qu'il a fait. Toutefois, lorsqu'il pratique le rituel de crémation de son corps pour qu'elle repose en paix, il a la vision de l'esprit d'Anna qui rejoint ses ancêtres avant d'aller dans l'au-delà.
Et comme les forces du mal sont toujours à l'œuvre, lui et le frère Karl se lancent dans de nouvelles aventures pour sauver le monde. Un monstre après l'autre. Van Helsing. Un classique. Tous les monstres universels réunis dans un seul film. Hugh Jackman était super sexy. Le film était très bien tourné, et le style des personnages m'a beaucoup plu. Bref, j'ai aimé ce film. Mais dites-moi si vous auriez fait quelque chose différemment dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!